Bonsoir à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait grave longtemps que j'ai pas filmé. Je suis hyper contente de revenir sur YouTube, d'essayer de refilmer. J'ai pas posté depuis le vlog à Paris, donc qui date de décembre. On est en juin. Je reviens avec, cette fois-ci pas un vlog, mais avec une vidéo historique, parce que j'aime beaucoup en faire et essayer d'apprendre des trucs et en même temps d'essayer d'apprendre des trucs aux autres. J'aime bien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous faire un qui préfères-tu version histoire. Alors, déjà, avant de commencer, le qui préfères-tu, il est bizarre parce que on peut pas préférer des... Enfin, c'est compliqué de préférer des figures historiques en se basant sur le fait qu'on n'est pas sûr à 100% que leur vie soit leur vie, quoi. Ça se trouve, ils ont tué quelqu'un et on ne sait pas. Donc du coup, c'est pour ça que le qui préfères-tu va plutôt être qui préfères-tu étudier ou qui préfères-tu au niveau de étudier l'histoire, étudier l'époque et tout, donc c'est plutôt un qui préfères-tu dans ce sens là plutôt qu'un qui préfères-tu version la personnalité des personnages historiques, même si ça va peut-être jouer un peu pour certains parce que bon, on a toujours le petit personnage historique, on se dit ah lui son caractère ça avait l'air drôle ou ça avait l'air bon, ouais. Donc du coup ça va être par ordre chronologique, donc on va partir de l'Antiquité et on va finir sur je regarde mes notes. On va terminer sur nos jours en fait, de nos jours, des personnalités historiques qui vivent encore maintenant. Donc du coup, les deux premières, donc ça va être deux femmes pour commencer. Ça va être, je vais me perdre dans mes feuilles, ça va être horrible. Donc les deux premières, c'est Cléopâtre et Aliénor d'Aquitaine. Du coup, ces deux figures, ces deux personnalités historiques, deux figures puissantes mais qui n'ont pas vécu à la même époque. Cléopâtre, elle a vécu, donc elle est née en 69 avant Jésus-Christ et elle est morte le 12 août, donc 30 ans avant Jésus-Christ. Aliénor d'Aquitaine est née vers 1122 et elle est morte en 1204, donc quand même un peu plus de 1000 ans d'écart, c'est quand même une sacrée différence. Donc c'est deux femmes puissantes, donc c'est deux femmes de pouvoir. On a Cléopâtre d'un côté sur le trône d'Égypte, donc ça, Cléopâtre c'est une figure assez connue, mais voilà, toujours faire un petit rappel. Donc Cléopâtre, femme puissante en Égypte, qui a été connue pour plein de trucs, quoi. Elle a été reprise dans plein de projets comme dans Astérix et tout, enfin assez connue publiquement. Et Aliénor d'Aquitaine, qui était une femme qui s'est mariée au roi de France puis au roi d'Angleterre, qui avait un énorme territoire et qui était assez puissante. Voilà. Déjà du coup entre les deux, Cléopâtre, il y a des légendes qui sont assez intéressantes autour d'elle, que ce soit au niveau de sa mort qui est vraiment très particulière et qui est intéressante à étudier, que ce soit avec ses amants entre César, Marc-Antoine je crois, enfin au niveau de son histoire et de l'époque aussi où elle vivait, parce que sur l'Égypte antique c'est passionnant, même si c'est pas mon époque préférée, mais c'est passionnant quand même. Cléopâtre à ce niveau là elle est vraiment hyper intéressante. Aliénor d'Aquitaine, c'est reine de France et d'Angleterre, une femme rebelle, une femme rebelle qu'on appellerait maintenant moderne parce qu'elle s'est battue aussi pour ses droits et pour avoir une belle vie, quoi. Entre les deux, entre Cléopâtre et Aliénor, je préfère quand même étudier Aliénor parce que Aliénor, elle est, je préfère étudier vu qu'il y a deux royaumes, il y a deux histoires de royaumes mélangés et je trouve ça plus intéressant parce que c'est au point de vue des mœurs de l'époque qui ont été un peu chamboulées. Je sais pas, moi j'aime bien les deux après, mais je préfère quand même étudier Aliénor, surtout que c'est plus Moyen-Âge. Et je connais pas bien le Moyen-Âge, Égypte antique non plus, mais je préfère quand même étudier le Moyen-Âge, donc voilà. Et vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi, ça peut être cool. Il fallait écouter l'album de Big Flo et Oli aussi, j'ai oublié de vous le dire. Voilà, c'est juste une petite transition. Ensuite, les deuxièmes, c'est François Ier et Henri II. Donc François Ier c'est le père d'Henri II et du coup donc François Ier il est né en 1494 et il est mort en 1547. Ça je l'avais fait de tête, je suis contente. En 1547. Quant à Henri II, il est né en 1519 et il est mort en 1559. Donc François Ier et Henri II, c'est deux souverains français déjà. Ils sont fort différents tous les deux. D'après les livres et les pages internet que j'ai lues, j'avais l'impression que c'était un peu le soleil et la lune. Que François Ier c'était vraiment quelqu'un de lumineux, qui attirait les regards, alors qu'Henri II il était un peu plus, je sais pas, un peu plus
un peu plus sombre de par la guerre de religion avec les protestants et tout ça. François Ier il est marqué par les... Enfin, on le connaît grâce majoritairement à l'empreinte avec les arts qu'il a laissé, que ce soit avec Chambord ou encore les rénovations qu'il a faites dans le château de la Loire. Henri II, on le connaît surtout pour la répression des protestants. Ce qui est intéressant avec Henri II, c'est surtout sa relation avec Diane de Poitiers, parce que Diane de Poitiers c'était aussi une femme très intéressante. Surtout Henri II, j'ai tendance à pas forcément l'étudier lui, mais à étudier son environnement. Mais son environnement plus féminin, que ce soit sa femme Catherine de Médicis ou encore Diane de Poitiers, donc du coup je me dis François Ier quand même je préfère l'étudier pour lui et pas pour les gens autour. Je préfère quand même étudier François Ier parce que c'est quand même lui qui a décidé Chambord quoi, même s'il n'y a pas vécu beaucoup, c'est quand même lui qui a décidé Chambord, c'est François Ier qui a quand même beaucoup marqué l'histoire et je trouve qu'il est plus intéressant à étudier qu'Henri II. Ensuite du coup, Catherine de Médicis et Marie Stuart, c'est le troisième duo. Alors, Catherine de Médicis, elle est née en 1519, comme son mari. Elle est née le 13 avril, elle est bélier, ça se ressent dans son caractère. Et elle est morte le 5 janvier 1589, donc elle est morte après son mari. Marie Stuart, quant à elle, elle est née en 1542, donc c'est la belle-fille de Catherine de Médicis, enfin la belle-fille à un moment, hein, parce que bon, il y a un peu des décès entre temps, est morte, donc Marie Stuart est morte le 8 février 1587, donc elle est morte 2 ans avant Catherine. Catherine vraiment, elle explose toutes les stats. Donc déjà, c'est 2 femmes, de nouveau. Elles sont liées parce que du coup c'est belle-mère, belle-fille. Il y a encore beaucoup de légendes autour d'elle, que ce soit autour de Catherine de Médicis, mais aussi autour de Marie Stuart. Catherine de Médicis, elle est mère de 3 rois, elle est régente et reine. Quant à Marie Stuart, elle est reine d'Écosse. Écosse assez chancelante à ce moment-là, on va pas se mentir, sa couronne elle chancelait un peu. Elle est opposée à la reine d'Angleterre, elle est mariée à François II. Donc déjà, Marie Stuart, c'est une figure hyper intéressante à étudier parce qu'il y a plein d'enjeux géopolitiques autour d'elle. Elle a grandi à la cour de France, mais pourtant elle était écossaise, elle était reine d'Écosse et se retrouve emprisonnée par Elisabeth Ier. Catherine de Médicis, elle était enfermée dans un couvent quand elle était petite. Elle est la nièce du pape, elle est mariée à Henri II parce que c'est la nièce du pape, mais finalement sa dot elle tombe à l'eau parce qu'en fait le pape meurt, donc du coup les 2 histoires sont hyper intéressantes. Mais pour autant, donc elles ont toutes les 2 un destin assez tragique, que ce soit Catherine de Médicis au niveau de son... Enfin c'est pas vraiment tragique Catherine, mais au niveau des guerres de religion et tout, à la fin ça devait être relou. Et Marie Stuart quand même assez tragique, son décès est hyper tragique. Enfin tragique, elle était enfermée, donc c'est un peu tragique quand même. Pour autant, je préfère Catherine de Médicis. Et ça m'a fait mal à choisir quand j'ai préparé ça. Ça fait mal. Parce qu'en fait, Catherine, son histoire, elle ouvre sur plus de domaines. Parce qu'elle était intéressée à l'astrologie, elle était intéressée, donc du coup, elle était intéressée. Elle était en plein dans les religions, elle était en plein dans la politique, dans les géopolitiques. Et son destin croise aussi celui de Marie Stuart, donc en même temps, on peut étudier les 2. Donc vraiment, Catherine de Médicis, c'est celle que je préfère entre les 2 parce qu'elle permet aussi de mieux appréhender l'époque. Que ce soit parce qu'elle a apporté des choses à la France aussi. Genre on dit qu'elle a apporté la fourchette. Bref, Catherine de Médicis, ça a jamais dans mon cœur. Alors ensuite, attention, je change de page. Ça veut dire que ça avance. Alors, donc du coup, la suite, c'est 2 hommes. Et cette fois-ci, ça ne concerne plus des personnes politiques, ça concerne plutôt des artistes. Donc là, les 2 prochains duos, ça va être les artistes. On a Bruegel, je dis Bruegel, je vais dire Bruegel dans la vidéo, je suis désolée si je le prononce mal, et Rembrandt. Donc Bruegel, il est né vers 1525 et il est mort en 1569. Quant à Rembrandt, il est né vers 1606 et il est mort en 1669. Du coup, c'est des personnes influentes dans l'histoire de l'art. Bruegel, il représente la Renaissance flamande, alors que Rembrandt, c'est plutôt le baroque. Donc du coup, Bruegel, il va surtout se concentrer sur des actions humaines, alors que Rembrandt, il va plus faire des portraits et de la peinture plus diverse. C'est intéressant surtout pour la technique qu'ils utilisent, les techniques qu'ils utilisent, genre les couleurs et tout. Mais entre les 2, je préfère quand même Rembrandt. Donc je vais vous mettre des images pendant que je parle sur les portraits, enfin les peintures et tout qu'ils font. Mais je préfère quand même Rembrandt parce que j'aime beaucoup la lumière qu'il va utiliser.
et ça ressemble un peu plus au classique, ça s'approche plus du classique et j'adore l'art classique, que ce soit, enfin j'adore l'art classique, donc du coup je préfère Rembrandt. Ensuite on a deux personnalités aussi, deux artistes, c'est Léonard de Vinci et Louise Élisabeth Vigée-Lebrun, c'était très dur à dire. Du coup, là c'est deux époques qui sont pas pareilles, genre c'est Léonard de Vinci. Les dates sont un peu... 1452, je prends ma feuille, il n'y a plus aucun nom. 1452 est mort en 1519, l'année de naissance de je sais plus qui, attendez. L'année de naissance d'Henri II. Et Vigée-Lebrun, elle est née en 1755 et elle est morte en 1842. Donc, vous pouvez le voir, Léonard de Vinci, il a connu François Ier. Il a été... Léonard de Vinci, il a même été... François Ier a été le mécène de Léonard de Vinci. Et Vigée-Lebrun... eh ben, elle a connu Marie-Antoinette, donc c'est pas du tout les mêmes époques. Ces deux artistes aussi, ils sont différents donc pour l'époque, la méthode et pour l'art dans l'idée qu'ils faisaient. Tous les deux ils sont intéressants parce qu'ils ont laissé un héritage, même si Vigée-Lebrun on n'a pas forcément l'impression en disant bah elle a juste peint des gens, ça laisse quand même un héritage au niveau des personnes qui ont vécu à cette époque et je trouve ça hyper intéressant. Léonard, il est quand même plus intéressant d'un côté parce qu'il nous a laissé des choses hyper importantes pour nos technologies aujourd'hui. C'était un génie en fait tout simplement. Mais Vigée-Lebrun, elle était portraitiste de la reine, elle a laissé l'héritage d'une époque, que ce soit de l'Ancien Régime, mais aussi ensuite pendant l'Empire, vu qu'elle continuait de peindre les personnes dans les autres cours. Mais après il y a quand même la Joconde. Et là, ça a été très dur parce que j'adore Vigée-Lebrun, c'est ma peintre préférée. Mais pour autant, je peux pas dire que Léonard de Vinci, c'est compliqué parce que Léonard de Vinci a quand même fait la Joconde. Donc du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, pour les avancées qu'il a apportées, j'aurais dit Léonard. Mais puisque vraiment j'adore les tableaux de Vigée-Lebrun, Vigée-Lebrun. Donc là, c'était trop dur à choisir, du coup j'ai choisi un peu les deux, mais ça penche quand même vers Vigée-Lebrun de mon avis personnel. Mais je sais que je vais me faire taper dessus pour cette chose. Ensuite, on a un duo. Et là j'étais obligée de le faire. Si je le faisais pas, je me serais sentie mal. C'est Louis XIV et Napoléon Ier. Louis XIV, à force on le connaît un peu sur la chaîne. Il est né en 1638, là c'est la seule fois que je vais pas regarder. Et il est mort en 1715. Donc, un roi qui a vécu sous le classicisme. Et Napoléon Ier, né en 1769 et mort en 1821. Déjà, ils ont pas vécu en même temps, mais en même temps ça on le savait un peu si on a un minimum un tout petit peu écouté en cours d'histoire, on sait qu'ils ont pas vécu à la même époque, mais quand même mieux vaut le repréciser. C'est deux figures monumentales de l'histoire de France. Ces deux figures où... Bon voilà, d'ailleurs attendez, je vais prendre le retour quand même. J'ai un buste de Napoléon. Je suis contente. Donc, deux figures monumentales, je prends ma feuille, j'ai plus aucun... Oui. Louis XIV il est patron des arts, on le voit avec Versailles. Il voulait apporter la lumière sur la France. Ce qui est drôle pour le roi Soleil, c'est un peu logique. Mais, la France a quand même été marquée par la répression, que ce soit des protestants ou le peuple qui avait pas trop le droit de parler, ni des courtisans, personne n'avait le droit de parler, fallait se taire et obéir quoi, donc bon. Il y a de la violence aussi, bref. C'est pas le règne, en fait le règne est censé être lumineux, mais disons que c'est lumineux avec du sang quoi. C'est pas ouf. Ensuite on a Napoléon. Vous avez vu, et j'ai critiqué Louis XIV. Bref. Napoléon, c'est un empereur, c'est un stratège politique. Il restaure l'état et l'autorité. Attention, quand j'ai écrit ça, je sais pas ce que j'avais l'impression, on dirait vraiment une grosse inconnue. Les deux, ils sont militaires. Et ils réorganisent une part de la société. Quand on regarde, Louis XIV, il met une monarchie absolue, il met en place plusieurs choses pour essayer de changer un peu la société. Bon. Voilà, avec son influence, il y a beaucoup de classicisme, il y a l'influence de la religion, tout ça, voilà. Et Napoléon, il va inventer le code civil, tout ça. C'est quand même plus important pour Napoléon parce qu'il va mettre en place des choses qui sont encore restées aujourd'hui. Louis XIV, il y a eu la révolution, quoi. C'est un peu mal fini. Donc, je vais quand même préférer. Bon, là, je suis obligée de dire Louis XIV parce que j'ai quand même écrit un roman avec Louis XIV au milieu. Donc, Louis XIV, je le préfère à étudier pour son siècle et pour tout ce qui entoure. Pour les arts, pour la cour, pour juste l'ambiance du truc. Je trouve ça hyper intéressant à étudier. Pour autant, Napoléon c'est quand même une figure complexe qui pose les bases avec le code civil. Mais une figure complexe et je sais pas, le fait qu'il
les conquis autant de territoires, je sais pas, voilà, je préfère quand même Louis XIV, parce que, à étudier hein, toujours, voilà. Je préfère quand même étudier Louis XIV, parce que je le trouve un peu plus, ouais, l'époque est plus intéressante aussi. Il a eu des favorites, Napoléon Ier, il a répudié Joséphine de Beauharnais, donc juste pour ça, bon, voilà. Ensuite, un de mes duos préférés, attendez, je regarde si ça filme bien, ouais c'est bon. Un de mes duos préférés, c'est Eugénie et Sissi. Alors, Eugénie, c'est l'épouse de Napoléon III, et Sissi, c'est Sissi en fait c'est l'impératrice, l'impératrice d'Autriche. Donc voilà. Eugénie, elle est née en 1826, elle vient d'Espagne et elle s'est mariée en fait à Napoléon III, ouais c'est ça, Napoléon III plus tard. Elle est morte en 1920. Donc faut se dire que elle est née en 1826, elle a connu tout le 19e siècle, et quand tout le monde est mort, elle est restée en vie. Et elle a connu la Première Guerre mondiale, et elle est morte après la Première Guerre mondiale. Et ça c'est un truc, c'est que les gens ne savent pas que la dernière impératrice des Français a vécu jusqu'au 20e siècle. Je pense, enfin moi quand je l'ai découvert j'étais choquée, je me suis dit bah elle est morte en même temps que Napoléon III, quelque part en Angleterre, voilà. Et non en fait, du coup j'étais choquée. Et Sissi, elle est née en 1837 et elle est morte en 1898, donc elle est morte assassinée. Ces deux impératrices sont mariées par amour, toujours à nuancer. Toutes deux elles ont un rôle politique, même si le pouvoir a été mieux géré par Eugénie, parce que quand on voit avec Sissi, elle passait beaucoup de temps en voyage à fuir justement la cour de Vienne. Eugénie, elle s'est fait emporter par le luxe, par le souvenir de Marie-Antoinette. Elle a beaucoup de, elle a eu beaucoup de regrets de son passé, d'après ce que j'avais lu. Et elle était entourée par la mort en fait à la fin, parce que en 1920, c'est l'après-guerre, toute sa famille est morte, enfin, il reste plus grand monde de l'Empire. Elle avait beaucoup de regrets de son passé parce qu'on disait qu'elle allait voir parfois le palais des Tuileries où elle avait dansé et où elle se mettait juste devant en se disant j'étais là à un moment, j'étais impératrice et là maintenant on est en pleine république. Ça devait être triste pour elle, mais en même temps bon c'est l'Empire quoi, c'est pas hyper joyeux non plus pour les Français. Après je sais pas, j'y vivais pas, mais bon, j'y vivais pas, je pouvais pas trop. Si, voyage. Elle était tourmentée par sa vie, vraiment, par mort, par le passé. Son cousin, il était fou, c'était Louis II de Bavière. Il se serait jeté dans un truc et il aurait tué, dans un lac, il aurait tué la personne avec qui. Enfin, bref. Sa famille, c'était un peu la mort en fait. Sa sœur, elle est morte dans le bazar de la charité. D'ailleurs, allez voir la série sur TF1, c'est génial. Et je crois qu'elle est sur Netflix maintenant. C'est le symbole en fait d'une époque en fait, parce que elle a beaucoup été reprise par la suite. Il y a beaucoup de drames qui se succèdent dans sa vie. C'était assez chaud. Donc pour autant je préfère quand même Sissi pour sa famille et pour l'ambiance de la cour de Vienne et sa personnalité complexe. Mais j'adore en ce moment étudier Napoléon III et Eugénie, parce que je trouve qu'ils n'ont pas régné hyper longtemps dans l'idée, mais je trouve que ça a été assez intéressant à étudier, parce qu'on voit toute la complexité de la politique française et tout ce qu'il y a eu entre temps et tout, et je trouve ça génial, c'est trop bien. Ensuite, pour terminer, le dernier, et après la vidéo est terminée, donc j'espère que ça va pas encore faire 40 minutes. Donc c'est Elisabeth II et Victoria. Donc Elisabeth II, elle est née en 1926, elle est toujours en vie, elle est toujours reine d'Angleterre. Voilà, tout va bien. Et Victoria, elle est née en 1819 et elle est morte en 1901. Donc c'est deux souveraines anglaises qui ont à peine un siècle d'écart, et encore un peu moins parce que quand on regarde, Victoria est morte en 1901, Elisabeth II est née en 1926, donc c'est 20 ans d'écart quoi. 30 ans d'écart, allez. Après elles n'ont pas régné en même temps, donc vraiment un siècle d'écart au niveau des règnes en gros. C'est deux longs règnes, vraiment c'est deux règnes hyper longs, qui sont marqués par la politique et de la romance aussi, donc ça on adore. Victoria avec Albert et la reine avec Elisabeth II avec Philippe, et ça on adore la romance, on adore. Elles marquent l'histoire par leur grandeur, leur manière de s'imposer, et aussi par tout ce qu'elles ont fait dans leur vie, que ce soit de la politique, de la communication aussi, parce que quand on regarde Elisabeth II, elle est pas mauvaise en com d'après ce que je peux voir là actuellement. Donc voilà. Elisabeth, elle est encore régnante aujourd'hui bien sûr. Son règne il est varié, il est marqué aussi par la guerre quand elle était plus jeune, même si elle n'était pas encore, reine je pense à ce moment-là. Mais elle a quand même, sa vie en tout cas est marquée par la guerre.
Il y a des conflits dans sa famille, la famille royale est assez turbulente, on peut le voir avec Harry, on peut le voir avec Margaret plutôt, donc Margaret qui est sa sœur. Bref, Elisabeth II elle est hyper intéressante. Ensuite on a Victoria, Victoria aussi elle est hyper intéressante. C'est une reine au 19e siècle, donc elle est influente. Partout, bon ça a nuancé le partout, mais elle est influente en tout cas en Europe. C'est une personnalité qui est connue, elle a eu beaucoup d'enfants, elle est assez intéressante à étudier pour aussi son siècle parce qu'elle était en pleine période en fait de transition. Et parce qu'on passe, donc elle est née en 1919, donc ça veut dire qu'elle a connu Eugénie, elle a connu ensuite la Troisième République, enfin vraiment une période assez vaste et assez remplie. Pour autant entre les deux je préfère quand même étudier Elisabeth II parce qu'elle est mieux connue, je trouve qu'elle est quand même plus intéressante parce que ses problèmes touchent plus l'actualité actuelle quoi. Mais Victoria elle a quand même la crinoline, vous voyez les grandes robes, je vous mets une photo là ou là, je ne sais toujours pas dans quel sens je suis. Donc quand même pour les tenues Victoria elle a fait fort quoi. Voilà, alors je vais mettre le retour pour la fin histoire de voir ma tête 2 secondes. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les personnes que vous auriez choisies, les personnes qui vous intéressent, les époques qui vous intéressent plus aussi. Vraiment n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à dire ce que vous pensez aussi de la vidéo, si vous aimez bien ce genre de concept, si vous aimez bien, si vous aimeriez bien. Si vous auriez bien aimé d'autres vidéos de ce genre ou des trucs un peu plus détaillés sur certains personnages, si vous voulez des vidéos un peu plus détaillées sur des personnages précis, n'hésitez pas à mettre un commentaire. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Et écoutez, je vous souhaite à bientôt. Et écoutez, je vous dis à bientôt et salut.